Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Souvent quand on me demande quelle est la console de rétro-émulation chinoise portable que je recommanderais parmi toutes celles que j'ai testées, je réponds la Humbernic RG350. C'était jusqu'à présent, je trouve, l'un des meilleurs rapports perf-prix qui était disponible sur le marché. Son interface, néanmoins, est pas forcément toujours très claire et finalement réserve ce produit à des gens qui sont déjà bien aguerris à ce que sont des émulateurs. C'est sûrement la raison pour laquelle aujourd'hui Humbernic nous propose la RG351P, qui, en dépit d'un chiffre plus élevé, est en réalité une version un peu allégée de la RG350, notamment avec un écran plus petit, et surtout avec une interface complètement revue et corrigée et beaucoup plus grand public. Un grand merci au site web TomTop qui m'a fourni ce produit pour que je puisse vous le tester aujourd'hui. Est-ce que cette RG351P est le produit idéal pour les gens qui débutent dans la rétroémulation et qui veulent un produit pas trop cher? C'est parti pour le test, on va voir ça. L'emballage de cette RG351P est vraiment minimaliste. C'est peut-être un petit peu dommage de ne pas avoir été un petit peu plus fantaisiste sur quelque chose qui est quand même une console de jeu. Ça aurait pas été une mauvaise chose de mettre un petit peu plus de couleurs. On voit un blueprint face et côté sur l'emballage, un petit résumé des fonctionnalités ici sur le côté, la fiche technique sur ce côté-là, donc notamment l'écran qui est un 320 par 480, IPS, donc un écran de très belle qualité normalement, et une batterie qui peut durer jusqu'à 8 heures, ce qui est quand même vraiment pas mal. On peut mettre des cartes mémoire jusqu'à 256 Go, et ils en ont fourni une de 64 Go avec le produit, ce qui est fort généreux de leur part. En termes de déboîtage, c'est assez classique, carton d'emballage qui coulisse. Ici, on a la console dans un sachet plastique, et avec un petit bloc de mousse pour protéger les boutons, une cale plastique, le bouton de charge qui est en USB type C, ça c'est bien, c'est quand même pas mal pour un produit de ce prix-là, c'est un bel effort, et un petit dépliant sur les éventuelles fonctionnalités de la machine. Ce qui est intéressant, c'est surtout comment on fait pour mettre des jeux dans la console. C'est tout ce petit paragraphe-là. Il parle d'utiliser un logiciel qui s'appelle Disk Genius, sauf que si je ne m'abuse, Disk Genius, qui permet effectivement de naviguer dans des partitions Linux sous Windows, c'est un shareware, donc c'est pas quelque chose qui est gratuit ad vitam aeternam. Ça va être pour moi le point faible de cette machine. Pouvoir facilement rajouter des jeux, c'est pas encore avec cette machine-là que vous pourrez le faire. Chez Humbernic, ils aiment bien nous mettre ces petits bouts de mousse qui protègent les boutons. C'est une bonne idée, comme ça on est sûr de recevoir un produit immaculé en sortie de boîte. On a une croix directionnelle placée sur le dessus par rapport au stick. Moi je trouve que c'est une bonne idée, vu qu'on joue surtout à des jeux rétro là-dessus. La croix directionnelle sera plus utile qu'un stick. Elle est de belle qualité en plus, elle a un bon petit retour, j'aime bien. Les boutons aussi, très bons. Peut-être un petit peu trop surélevé. Après, c'est une affaire de goût. Il y a des gens qui préfèrent des boutons qui ont une course importante. Moi, personnellement, je suis plus un adepte des boutons qui ont une course assez faible. Mais bon, ils sont de bonne qualité, en tout cas. Ils ont un bon rendu. Les sticks semblent assez agréables aussi. Et en plus, ils sont cliquables. Donc, techniquement, on a les boutons L1, R1, L2, R2, qui sont des boutons à switch tactile, qui font des petits clics. Et les boutons L3, R3 sous les sticks. Donc, on a tous les boutons qu'il faut, par exemple, pour des jeux DualShock, d'autant plus qu'on a les vibrations là-dedans. Sur le dessous, on a deux haut-parleurs stéréo, ça fait vraiment plaisir. La prise pour mettre la transflash, la micro SD, donc ici. Le bouton reset qui vous ramènera à l'interface. Le bouton power sur la gauche. Le réglage du volume qui est une molette, moi je préfère ça personnellement au petit bouton plus-moins. Je trouve que c'est plus précis et plus agréable à régler. Et sur le dessus, on a deux prises USB type C. Celle-ci qui permet de recharger la batterie, mais aussi de brancher un accessoire, une manette par exemple, ou autre chose. Et celle-ci qui permettra uniquement de brancher les accessoires, pas de recharger la batterie. Et ici, on peut même brancher un casque. Donc on a vraiment un produit très complet. On va voir maintenant ce que donne l'écran et les jeux quand on les lance. La console tourne sous EmuElec, mais l'effort fait sur l'interface graphique est vraiment à noter puisqu'elle est très jolie. Vous voyez, on a des beaux écrans fixes avec le petit logo de la console. Il y a un effet de transition très fluide quand on passe d'un système à l'autre. C'est vraiment super agréable. On aurait eu un système de rajout de jeu simplifié, avec un petit logiciel à télécharger par exemple, plutôt que de nous faire utiliser un shareware. Et je pense que là, on tenait vraiment un produit grand public pas cher, totalement crédible. Alors, on va essayer de jouer par exemple à la Mega Drive. J'appuie sur le bouton.
Alors non, pardon, c'est celui-ci, voilà. Et on peut voir l'interface de sélection des jeux avec la liste des jeux à gauche et à droite, un petit screenshot. Alors, screenshot qui n'est pas d'ailleurs forcément toujours très pertinent, puisque là, par exemple, pour Sonic 2, ils ont mis le screenshot de Sonic 2 HD, hein, qui est un fan game de Sonic 2 upgradé avec des graphismes haute définition. Ça n'a rien à voir avec le jeu auquel vous allez jouer. Mais c'est pas grave, allez, on va se lancer un petit Sonic 2. On va déjà voir la qualité de l'émulation sur une console assez simple à émuler comme la Mega Drive. Mega Drive, c'est surtout intéressant au niveau du son, l'émulation. Ça a l'air d'être pas trop mal. La vitesse d'exécution m'a l'air correcte. La musique a l'air d'être pas trop mal rendue non plus. Pas l'air d'y avoir de problème particulier avec les boutons de contrôle, hein, ça répond bien. Je ne sens pas d'input lag ou de choses comme ça. Parfait. Alors je me doute que ce qui va vous intéresser dans le test d'une telle machine, c'est comment tournent les consoles 3D, notamment la PlayStation, la Nintendo 64, les choses comme ça. Mais d'abord, on va tester la qualité de la croix directionnelle avec un petit jeu de baston sur le système Capcom, donc jeu d'arcade. Hop, c'est parti, tac. Donc là, l'idée, c'est de vraiment voir si j'arrive à sortir les boules de feu ou des trucs comme ça. Vous voyez aussi le temps que met à peu près un jeu à se lancer. Donc il y a un petit délai quand même. Hein. Voilà, hop. On va prendre Ryu, le grand maître du karaté. Oui, je vais vous faire cette blague à chaque fois. Vous allez y avoir droit à tous les coups. Alors, est-ce que j'arrive à sortir les balles de fire? Pas mal. L'attaque napolitaine, elle sort bien aussi. Shoryuken aussi. Ah, c'est nickel, hein, franchement. La qualité des contrôles. Évidemment, ce sera jamais aussi bien qu'un stick arcade. Hein, faut pas rêver. Vous voyez, il y a des moments où ma boule de feu, elle sort pas, mais... Non, franchement, c'est bien. La qualité des contrôles est bonne. Hein. Aucun problème avec ça. Ils n'ont pas inversé les coups de poing et les coups de pied, au moins. Comme certaines consoles chinoises, les coups de poing et les coups de pied sont inversés sur les jeux d'arcade comme ça. Là, c'est pas le cas. C'est propre. Rien à dire là-dessus. Allez, j'arrive même à sortir le super combo. Nickel. Allez, c'est parti pour le test de la PS1, puisque c'est évidemment les consoles 3D qui vont le plus nous intéresser pour connaître un peu les performances d'une telle machine. Et là, je joue à Tomb Raider 2, qui est quand même déjà un jeu qui est assez demandeur. Et franchement, ça va. Hein. J'ai un bon framerate. C'est fluide. Les contrôles répondent toujours aussi bien. Par contre, purée, qu'est-ce que ça a mal vieilli, les contrôles PlayStation pré-DualShock, c'est horrible. Je crois qu'en plus, là, il y a un lion ou un tigre, je sais pas quoi, qui débarque. Bon, c'est pas très grave, hein, on peut déjà voir la fluidité de l'ensemble. C'est pas mal du tout. Voilà, ça c'est pour sauter. Ah, le voilà. Oh, regardez comme je saute bien. Wahoo! Alors, évidemment, impossible de tester la Play sans tester immédiatement derrière la Nintendo 64. Et, bonne surprise, c'est pas trop mal en termes de fluidité. Ça glitch pas mal, hein. Comme vous pouvez le voir, là, le château de la princesse, il a quelques petits soucis graphiques. Là, il y a des petites textures qui clignotent, des machins comme ça. Mais par contre, les performances globales sont pas mal. Je dirais qu'on est à 20-25 frames secondes. C'est jouable. C'est pas aussi fluide que ça l'aurait été évidemment sur la vraie console. Et puis il y a ces fameux glitches graphiques évidemment qui perturbent un petit peu la fête. Mais à part ça, je pense que vous pouvez jouer et même finir ce Mario 64 sans trop de difficultés avec cette machine. Certains jeux risquent d'avoir un peu de mal quand même. Hein. Je pense que Majora's Mask là-dessus, ça va quand même pas mal ramer du cul. Et il y aura encore plus de glitch graphiques à mon avis. Mais la Nintendo 64 passe quand même sur un produit comme ça.
Allez, on passe à la Dreamcast. Alors là, j'ai mis Crazy Taxi 2. J'ai coupé la musique du jeu parce que je crois qu'elle est protégée par copyright. Donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de musique. C'est juste moi qui ai fait le réglage exprès comme ça. Hop, c'est parti. Allez. C'est parti, mon kiki. Pour le moment, ça a l'air de pas trop mal marcher. Je crois que ça se joue avec les boutons latéraux, Crazy Taxi. Ah, c'est les boutons intermédiaires. Alors. Est-ce que c'est fluide? Mais non, la flèche, elle tourne en même temps que je tourne. Arrêtez. Voilà. Ma foi, c'est pas trop mal, mais il y a pas mal de drop de framerate quand même, hein, il faut bien le reconnaître. Et le son grésille quand même pas mal non plus. Quoi, je suis pas dedans, là? Ah. J'avais jamais remarqué que c'est des rings de Sonic, les paiements dans ce jeu-là. C'est rigolo, ça. Alors, bon, bah, la Dreamcast, pas mal. Mais on commence à sentir clairement les limites hardware de la machine. Hein. Ça grésille et du drop de framerate assez prononcé. Mais ça reste jouable, globalement. Pour la PSP, qui est clairement l'une des machines, sinon la machine la plus puissante que cette console peut émuler, j'ai rajouté un jeu moi-même. J'ai mis Little Big Planet, parce que les jeux qui étaient préinstallés par le fabricant sont vraiment des jeux hyper basiques. Rajouter des jeux, c'est avéré faisable sans logiciel, puisqu'en fait la partition jeu de la carte mémoire est une partition FAT32, donc totalement lisible par Windows sans aucun problème. Mais attention quand même, vous avez des partitions système qui sont des partitions Linux sur cette même micro SD, et donc à chaque fois que vous insérez la carte dans le PC, il vous suggère de formater ces partitions-là. Et si par malheur vous répondez oui, et ben votre console ne démarrera plus la fois suivante. Donc ça reste plus facile que sur la RG350 de rajouter des jeux dans cette machine-là, mais attention quand même à ne pas faire une fausse manip. On n'est pas encore 100% sur du grand public. Il y a eu des progrès de fait néanmoins, mais c'est pas encore tout à fait ça. Néanmoins, si vous savez vous servir un temps, soit peu de Windows, et que vous faites attention à ne pas répondre oui au message de formatage, vous ne devriez pas avoir de difficultés. Alors, allons-y pour Little Big Planet. En tout cas, les menus, c'est plutôt pas mal sur la PSP. C'est pas le jeu le plus demandeur de la console non plus, mais c'est pas non plus le plus simple à faire tourner. On va voir ce que ça donne. Dans Little Big Planet, tu deviens le plus adorable des Sackboys. En tout cas, la voix a l'air d'être à la bonne vitesse. Plutôt fluide, hein. Analogique est ton instrument de déplacement. Il te transporte à travers les niveaux. Il y a des petits ralentissements, mais c'est vraiment pas injouable du tout. Je suis très agréablement surpris. Jouer à la PSP sur des jeux pas trop demandeurs, parce que bon, vu que la Dreamcast ramait un tout petit peu, je me doute bien que les God of War et les jeux les plus balèzes de la PSP, ça va pas être la panacée, mais néanmoins, au prix de quelques petits réglages, vous voyez que la PSP s'avère fluide. C'est bien ça. Alors on peut également émuler la Nintendo DS sur cette machine. C'est peu commun et c'est suffisamment rare pour être signalé. On passe d'un écran à l'autre avec L2, comme ça, hop, voilà. Et la fluidité est correcte. Étonnamment, ça marche un peu moins bien que la PSP, sûrement parce que l'émulateur est moins bien optimisé, je pense. Hein. Je ne sais pas exactement quel ému fait tourner la DS, mais voilà, c'est fonctionnel. C'est pas trop mal. Hein. On peut jouer à de la Nintendo DS. Par contre, évidemment, les jeux qui sont massivement tactiles, ça va être un peu merdeux, hein, parce que vous voyez, le stylet, il apparaît en haut à gauche ici de l'écran, et on le contrôle avec le stick analogique, et on clique en cliquant sur le stick. C'est pas top. Je me vois pas faire un professeur Layton de A à Z sur une machine comme ça. Mais voilà, on peut aussi jouer, dans la mesure où on n'est pas trop exigeant sur la fluidité, à la DS sur cette petite machine. Ça aussi, c'est vraiment très cool. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur cette Anbernic RG351P. Le but c'était de simplifier la 350
et je trouve que Humbernic est allé au-delà de mes espérances, puisque non seulement, effectivement, on est sur une interface beaucoup plus agréable, fluide et simple à utiliser que ce qu'on avait sur la 350, mais en plus, on a un gain de perf et de console émulable qui est non négligeable. On peut faire tourner la PSP, la Dreamcast, la N64, c'est pas parfait, hein, et il y a certainement des jeux qui vont ramer sur ces plateformes-là, mais c'est néanmoins faisable. La qualité de construction de la console est en plus excellente. Le seul truc finalement qu'on perd par rapport à la RG 350, c'est l'écran qui est un petit peu plus petit sur ce modèle. A noter aussi que quand on insère la carte micro SD dans le PC, on a des petits messages d'erreur à cause des partitions Linux qui sont présentes sur la SD, mais qu'il est possible de rajouter les jeux sur la partition Game, qui elle est en FAT32 et donc parfaitement accessible sous Windows. Le dernier petit défaut quand même que je révélerai moi pour ce produit, c'est la présence que je trouve un peu stupide sur la carte micro SD qui est fournie à l'utilisateur de ROM hack moisi comme ici ce Super Mario 14 là sur la NES qui ternissent selon moi l'image d'un produit qui était somme toute au demeurant plutôt excellent si on accepte ces petits défauts. Et c'est marrant parce que ces deux défauts finalement sont liés à la micro SD, la façon dont elle est formatée, et les jeux qui ont été mis dans la partition Game. Voilà, corrigez ces petits défauts-là, et vous aurez vraiment un produit grand public nickel, messieurs de chez Humbernic. Et bien voilà, c'était le test de la RG 351P de chez Humbernic. C'est un produit sympathique, avec une interface qui plaira, je pense, aux débutants en la matière, avec juste ce petit bémol sur la difficulté de rajouter des jeux à l'intérieur. Une fois que vous aurez passé cette petite difficulté-là, c'est un produit vraiment sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!